Salut, j'espère que tu vas bien. Baptiste et moi-même allons aujourd'hui te présenter le hardening, sous le système d'exploitation Windows, ou comme on dit en français, le durcissement. Nous partons du principe que ce concept est totalement inconnu pour toi. C'est pourquoi nous allons commencer par te définir ce que le thème hardening représente. Nous t'expliquerons également les différents aspects du hardening sous Windows, puis tu verras plusieurs exemples d'actions que tu peux entreprendre sur ton ordinateur afin de limiter un maximum les risques d'intrusion ou les fuites. Au contraire, si ce concept est familier, reste quand même jusqu'au bout de la vidéo, nous sommes sûrs que tu apprendras quelque chose. Nous te précisons également que les exemples pratiques de cette vidéo sont ceux applicables dans un environnement local. Si tu cherches à mettre en place un hardening dans un environnement réseau, tu ne trouveras peut-être pas ce que tu cherches. Le hardening, c'est quoi? Le hardening est le processus destiné à sécuriser un système d'exploitation, Windows dans le cas qui nous concerne. Le principe même du hardening est de diminuer au maximum tous les objets, logiciels, outils installés sur le système mais non utilisés. Un aspect important est aussi l'élimination de tous les utilisateurs et les droits non indispensables, comme certains comptes ou droits par défaut. Le but de cette démarche est, par la diminution d'objets potentiellement sources de vulnérabilité, de sensiblement réduire le risque de faille. Ce durcissement d'un système Windows est rendu possible par différentes actions. Nous allons te présenter les trois les plus importantes à nos yeux. La sensibilisation utilisateur. Nous pensons que sensibiliser les utilisateurs réduirait drastiquement les risques. En effet, il existe encore aujourd'hui une méconnaissance trop importante des risques liés à une mauvaise manipulation d'un utilisateur. Une sensibilisation des utilisateurs aux bonnes habitudes à adopter sur le poste de travail réduirait déjà significativement les risques. L'authentification forte. Cette méthode consiste à ajouter un facteur d'authentification supplémentaire afin d'accéder à un poste de travail. Plusieurs moyens sont utilisés pour mettre en place une authentification forte. Ce que l'utilisateur connaît, ce que l'utilisateur détient, ce que l'utilisateur est, ce que l'utilisateur fait, où l'utilisateur se trouve. Dans le cas qui te concerne, tu utilises très sûrement l'authentification forte afin de te connecter à ton e-banking. Le but de cette technologie est donc de réduire le risque que quelqu'un utilise tes identifiants afin d'accéder à tes différents comptes, et ce, en ajoutant un élément supplémentaire permettant de t'identifier. Les contraintes techniques de sécurité imposées par l'administrateur système. Il existe une multitude de best practices à adopter lorsque l'on travaille sur un système Windows. En cherchant sur Internet, tu peux même trouver des checklists listant plusieurs actions à entreprendre sur ton poste afin de durcir celui-ci. Nous allons maintenant te montrer quelques actions que nous avons trouvées intéressantes à mettre en place dans le cas d'un environnement local. Il faut savoir que la plupart des éléments intéressants pour mettre en place un hardening sous Windows se trouvent dans les stratégies Windows. Tu peux voir sur la vidéo comment y accéder. Les stratégies permettent d'imposer toutes sortes de restrictions à un utilisateur spécifique, mais également à une machine choisie. Comme tu peux le voir à l'écran, stratégie de compte permet de gérer tous les comptes et stratégie locale, celle de l'ordinateur. Le compte utilisateur Windows est un élément primordial à sécuriser. Un compte avec des droits inappropriés est très dangereux pour ton système. Le choix des identifiants et de la méthode d'authentification sont donc des éléments pour lesquels il est important de définir une stratégie. Il est par exemple vivement recommandé de désactiver le compte invité présent par défaut sur ton système, afin d'éviter toute intrusion via ce compte. Tu peux le faire en modifiant les stratégies locales options de sécurité via le statut du compte invité, mais également depuis l'explorateur Windows en allant sur Gérer puis Modifier les utilisateurs et les groupes. Je te recommande aussi de créer un compte administrateur avec des identifiants personnalisés, afin d'éviter la grosse majorité des tentatives d'intrusion utilisant les identifiants par défaut comme admin, administrateur, administrator, root. Tu vois actuellement en vidéo comment créer un identifiant personnalisé et comment l'ajouter au groupe administrateur. En ajoutant ton utilisateur récemment créé au groupe administrateur, n'oublie pas de l'enlever du groupe utilisateur et une fois cela fait, tu peux désactiver le compte administrateur par défaut. Le contrôle du compte de l'utilisateur, UAC en anglais, doit toujours être au maximum. Ce mécanisme permet d'exécuter par défaut les programmes avec des droits restreints. L'UAC évite donc que des applications ou programmes puissent tourner avec des droits admin. Cela pourrait avoir des conséquences sur la sécurité du système d'exploitation. C'est pourquoi le programme demande à son ouverture si ce dernier est autorisé à apporter des modifications à l'ordinateur. L'option en question se trouve dans les paramètres de contrôle du compte utilisateur. Tu peux actuellement voir à l'écran une illustration d'un message pop-up. L'authentification, comme vu précédemment, peut se faire via plusieurs moyens de connexion. Dans tous les cas, le choix de ton mot de passe est super important.
La longueur et ou la complexité de ce dernier a une grosse influence sur la puissance et le temps nécessaire à un outil informatique pour le contourner. Comme tu peux le voir à l'écran, tu peux te rendre sur le site howsecureismypassword.com et y entrer ton mot de passe et voir combien de temps cela prendrait à un ordinateur pour outrepasser ce dernier. Dans l'arborescence stratégie compte, stratégie mot de passe, différents paramètres te sont proposés afin d'imposer certaines règles de mot de passe à tes comptes utilisateurs. Tu as par exemple la conservation de l'historique du mot de passe qui permet à un utilisateur de ne pas pouvoir réutiliser un mot de passe qu'il aurait déjà utilisé précédemment, mais également la durée de vie maximale du mot de passe qui impose un changement de mot de passe à un utilisateur chaque temps de temps, également une durée minimale et encore d'autres éléments comme la longueur du mot de passe. Pour vérifier la règle que nous avons créée au préalable, nous allons tenter de créer un utilisateur, dans ce cas utilisateur de test, et nous constatons que lorsque nous essayons d'entrer un mot de passe inférieur à 12 caractères, cela nous provoque une erreur. Cet Alt-Delete est un élément intéressant car il permet d'éviter toute connexion non désirée sur un poste de travail via une combinaison de touches prédéfinies. Tu trouveras cette option dans les stratégies locales, options de sécurité. Puis, une fois la fenêtre de propriété ouverte, clique sur le bouton désactiver afin d'activer le contrôle Alt-Delete. Cette pratique possède comme avantage d'éviter toute tentative d'attaque via une reproduction de la fenêtre d'authentification Windows, mais présente également deux autres avantages que tu peux lire actuellement. Activer les mises à jour automatiques permet à ton poste de travail de récupérer en continu les mises à jour proposées par Microsoft. Il est courant que des failles soient découvertes sur un système d'exploitation et autoriser ton poste à accéder à ces mises à jour corrigera ces failles. Je te l'accorde, c'est fatigant quand Windows te demande pour la 5e fois de la journée de redémarrer ton poste. Mais réfléchis-y, cela en vaut peut-être quand même la peine. Les droits NFS permettent de gérer et donc limiter les accès à différentes ressources, comme des dossiers ou la modification de clés dans la base de registre. Tu peux constater dans l'exemple à l'écran que, en étant connecté avec un compte utilisateur, je ne peux par exemple pas aller modifier une clé dans la base de registre. De même, dans l'explorateur Windows, si je crée un dossier avec le compte administrateur que j'appelle test droit et que dans les propriétés de ce dossier je me rends dans l'onglet sécurité, il me suffit d'activer le refus de tous les accès à ce dossier pour le groupe utilisateur. Une fois cela fait, je me connecte ensuite avec le compte utilisateur de test et nous allons voir qu'avec ce compte utilisateur de test, je n'ai aucun accès à ce dossier en question. Le verrouillage du poste de travail est un élément faisant partie des conseils que pourraient recevoir des utilisateurs lors d'une séance de sensibilisation. Néanmoins, un verrouillage automatique du poste peut être imposé par l'administrateur. Cependant, un utilisateur ne devrait jamais quitter son bureau sans avoir au préalable verrouillé sa session. Dans l'exemple à l'écran, tu peux constater que la session se verrouille automatiquement après les 180 secondes d'inactivité définies dans les stratégies locales options de sécurité. Maintenant, nous allons introduire un nouvel élément, le pare-feu Windows. Il est de base activé, mais tu peux le vérifier en effectuant la recherche que tu vois maintenant à l'écran. Tu peux également passer par le panneau de configuration pour y accéder. En te rendant dans les paramètres avancés, tu peux également gérer toutes les connexions autorisées à entrer et sortir de ton ordinateur. Cela te permet par exemple de bloquer toute connexion internet entrante sur ta machine dans le cas où tu désirais l'isoler du reste de la toile. Depuis ce même menu, dans l'onglet de droite, tu as la possibilité de créer une nouvelle règle dans ton pare-feu. Dans l'exemple que nous avons choisi, il s'agit d'une règle qui bloque tout le trafic TCP entrant sur le port 80, ce qui revient à bloquer le trafic internet entrant sur son port par défaut, donc le port 80. Via les services Windows que tu as la possibilité de modifier en recherchant services sous Windows, tu peux désactiver certains services qui pourraient nuire à ton ordinateur. Dans le cas à l'écran, tu pourrais désactiver le service qui gère la connexion bureau à distance afin de le bloquer sur ton système. L'exécution automatique peut poser des problèmes car il exécute n'importe quel programme CD, clé USB lors de la connexion à ton ordinateur. L'autorun peut représenter un danger si tu trouves une clé USB et que tu la branches à ton PC. Cette même clé pourrait contenir un logiciel pirate.
Le programme exécuterait alors des actions en arrière-plan, sans que tu t'en rendes compte. C'est pour ça que nous te proposons de désactiver cette option. Va dans Paramètres, Périphériques, Lecture automatique, régler Autoplay sur Désactiver. Autorun est le prédécesseur d'Autoplay, il est encore actif dans Windows 10. Pour le désactiver, tu dois démarrer Regedit et changer la valeur à FF en hexadécimal. Attention, cela est à produire sur chaque compte du système. Il est également prudent de protéger ton BIOS par un mot de passe, afin que personne ne puisse démarrer ton PC. Tu devrais aussi changer l'ordre de démarrage dans le BIOS pour qu'il démarre d'abord sur le disque dur plutôt qu'un CD. Si un hacker insère un live CD et démarre ton PC, il pourra alors lire tout le contenu de ton disque dur. La sécurité Windows sera alors contournée. BitLocker est une méthode de chiffrement complet du disque dur de Windows 10 professionnel. Lorsque cette fonction est active, l'ensemble du disque est chiffré et ne peut être lu avec d'autres copies de Windows ou Linux. Ce qui empêcherait une personne tierce de lire tes données s'il y accède physiquement via la méthode expliquée pour le BIOS par exemple. Tu peux sans autre utiliser l'antivirus Windows Defender inclus de base dans Windows 10. Mais si tu souhaites utiliser un autre antivirus, rappelle-toi qu'il est très important que ton antivirus mette à jour le plus souvent possible sa base de données.